étapes. Et pour commencer, nous allons laisser notre invité se présenter. Moi, c'est Kanko Abdel. Je suis étudiant à Bordeaux et je suis le modérateur de cette réunion. Monsieur Cissé, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Je suis Abdurrahman Sissé, étudiant à l'Université libre de Bruxelles, en co-diplomation avec l'Université de Namur. Je suis résident en Belgique. Merci pour votre présentation. On commence tout de suite avec la base de tout projet, c'est la planification. Et nous avons essayé de regrouper les grandes questions en étapes, en des thèmes. Et notre premier thème, c'est les démarches initiales et la planification. Donc, la première question qu'on vous pose, Monsieur Cissé, c'est quelles sont les premières étapes à suivre pour un étudiant qui souhaite étudier à l'étranger, mais ne sait pas par où commencer? Alors, pour répondre à cette question, tout d'abord, je vais d'abord faire la clarification de deux termes. Pour les études à l'étranger, on confond souvent bourse d'études et procédure normale d'inscription. La plupart du temps, quand on entend telle personne est allée étudier à l'étranger, dans la tête des gens, c'est que la personne est partie par une bourse, ce qui n'est pas le cas. Une bourse, c'est une procédure aussi qui est différente des procédures normales que 90% des étudiants africains font pour venir à l'étranger. Donc, c'est quoi une bourse? Une bourse, c'est que tu as l'État d'accueil qui t'octroie une bourse et qui prend en charge tes études, les billets d'avion, toutes les procédures, même en étant dans ton pays d'origine, toutes les procédures qui nécessitent, qui confortent ton entrée dans ce pays, l'État d'accueil te finance pour toutes les choses, c'est-à-dire les légalisations, même tout, jusqu'à ton installation ici. Arrivé ici, c'est eux qui paient ta scolarité et ils t'octroient une allocation mensuelle jusqu'à la finition de tes études. Ça peut être 1 an, 2 ans, 6 mois. Ça, c'est une bourse d'études. Les procédures normales d'inscription et les procédures normales d'admission, c'est très très différent d'une bourse d'études. Donc, la plupart des frères, sœurs du pays, la plupart des frères et sœurs du pays font les procédures normales d'inscription. Ça, c'est une procédure qui nécessite un financement de votre part. C'est une procédure qui nécessite un financement de votre part. Du pays jusqu'à ton arrivée ici, jusqu'à ton installation, jusqu'à, voilà, tu vas trouver un job et être stable. C'est la différence entre les deux. Et une bourse, tout le monde n'est pas éligible pour postuler à une bourse. La plupart des bourses, c'est qu'il faut d'abord avoir un master de ton pays d'origine, avec un certain nombre de critères encore. C'est-à-dire avoir un master, avoir 2 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience dans le domaine d'études avant de postuler et avoir un certain nombre de moyens. Et du Congo assiste aussi les étudiants pour postuler à des bourses. Donc, ne faites pas la différence. Un bachelier qui a 15 au bac, au Bénin par exemple, il va se dire, avec mon 15 au bac, au Bénin, on m'appelle boursier. Est-ce que je serai boursier en France ou en Belgique? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Les bourses, souvent, ne sont pas octroyées pour les bacheliers à l'étranger. C'est rare. C'est très, très rare d'avoir une bourse pour un bachelier à l'étranger. Souvent, c'est au Maroc, ou en Algérie ou en Tunisie. Et ça, c'est avec le concours des BSU. C'est-à-dire,
la direction qui s'occupe des affaires sociales et bourses universitaires à Cotonou. Mais quand on prend la bourse au niveau de la Belgique, au niveau de la France, notamment en Belgique, il y a ce qu'on appelle la bourse ARES. Généralement, c'est la bourse ARES. La bourse ARES, ça a une procédure très, très. Les étudiants qui nous suivent ici, si ils se voient dans les critères de la bourse ARES, ils peuvent nous contacter. Après, on va voir comment les assister. La bourse ARES, chaque année, ils font les candidatures. Pour la rentrée prochaine, c'est-à-dire la rentrée de 2026, la candidature commence le lundi prochain. C'est-à-dire le 5 août. La candidature commence le 5 août. Et souvent, il faut avoir le master d'abord. C'est vrai, il y a une bourse qu'on appelle la bachelier de spécialisation. Ça, il faut avoir la licence. Mais d'habitude, nos licences au pays, comme c'est 3 ans, depuis un certain temps, ils ne comptent pas ça. Donc, j'aimerais d'abord faire cette différence aux gens. L'inscription normale, tout ce qu'il y a comme frais, financement, c'est à votre charge. Ce n'est pas une bourse à la charge de tes parents ou bien c'est à tes propres comptes. De toute façon, c'est pour ça, à un moment donné, on vous demande un garant. Donc, je vais m'en arrêter là par rapport à cette différence et on continue. Pour répondre à la question que le modérateur a posée, vous pouvez me rappeler la question, s'il vous plaît? Oui, la question c'était, quelles sont les premières étapes à suivre pour un étudiant qui souhaite étudier à l'étranger, mais ne sait pas par où commencer? Voilà, donc, il faut d'abord noter, c'est-à-dire, ton pays, le pays d'accueil que tu souhaites étudier. En tant que Béninois, généralement francophone, nous sommes limités. Le Bénin est un pays francophone, donc nous sommes souvent limités par rapport au choix du pays. Du coup, en Europe, il n'y a que la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. Ce n'est que ces 4 pays, selon moi, qui nous accueillent en fonction de notre langue. Donc, il faut d'abord choisir le pays. Quand tu choisis le pays, tu commences par te demander comment faire pour candidater dans ce pays. Quand on prend la France, on sait que la majorité des... Voilà, il n'y a même pas... Voilà, c'est Campus France. On passe toujours par Campus France. Même si tu veux passer par une privée, on passe toujours par Campus France. Donc, dans mon pays d'origine, le Bénin, il faut forcément passer par Campus France. Quand on prend la Belgique, il n'y a pas une intermédiaire. C'est directement auprès des universités. Là, c'est directement auprès des universités. Au niveau de la France, c'est qu'il y a une plateforme unique qui centralise toutes les universités auxquelles tu candidates. Donc, à ce niveau, c'est que l'intermédiaire, c'est Campus France et l'Institut français. Et toute une procédure que tu dois suivre à Cotonou, par l'intermédiaire de Campus France, jusqu'à tu déposes ton dossier et après aller faire l'entretien. Ce qui est différent au niveau de la Belgique. Au niveau de la Belgique, je vais faire cette formation, je vais étudier dans telle formation. Est-ce que d'abord, au niveau de la Belgique, quand on parle de la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, ils ont pratiquement les mêmes procédures, presque. Même s'il y a quelque part qu'il y a des différences, mais au départ, c'est les mêmes procédures. C'est-à-dire, est-ce que je respecte les conditions de ce pays par rapport à l'admission? Par rapport à l'admission, est-ce que je respecte les conditions de ce pays? Sans oublier, d'abord, quand on se projette pour étudier à l'étranger, la première des choses qu'on fait, que la plupart d'entre nous négligent, c'est les documents. Les documents, c'est très très important. La plupart d'entre nous, par exemple, quand on prend le bac au Bénin, on fait 20 ans avec l'attestation du bac. L'attestation du bac, sa validité, c'est 1 an.
La validité de l'attestation de bac au Bénin, c'est 1 an. En principe, après les 1 an, tu dois aller prendre le diplôme. S'il vous plaît, monsieur Félix Adandro, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Le micro n'est pas éteint. Ouais. Voilà, ça va. Alors, les documents. Quand on parle Campus France, si tu veux postuler pour une première année, c'est-à-dire si tu veux postuler pour une première, deuxième année d'université, tu dois avoir les documents du collège, seconde, première, terminale, y compris maintenant le relevé de notes de bac, l'attestation du bac ou le diplôme. Campus France ne fait pas trop de ne tire pas sur les documents au niveau de l'attestation des diplômes, eux, ils s'en foutent. Mais quand on parle de la Belgique, le diplôme, l'attestation du bac n'est plus reconnue quand ça dépasse 1 an. Donc, au niveau des documents, il y en a qui étudient après les études, ils ne cherchent pas où se trouvent les documents. Ils ne sont jamais allés auprès de leur université pour récupérer les documents. C'est très, très important. C'est quand ils veulent se lancer dans les procédures, on va leur dire apporte tel document, apporte tel document, ils ne commencent pas à courir. Non. Quand tu as étudié pour toi-même. En principe, tu passes telle classe, tu prends les documents de cette classe et tu gardes. C'est pour toi-même. Tu peux même les scanner dans ton mail et c'est là, pour toujours. Donc, en ce qui concerne les documents, il faut avoir les documents. Il faut faire attention. Attestation, c'est différent du diplôme. Attestation ne marche pas. C'est le diplôme. Quand on parle de bac, il y a le diplôme après l'attestation. Les gens ne savent pas. Au niveau de la licence aussi, les écoles privées donnent attestation, ce qui est souvent rejeté par certains pays de l'Europe. Il faut aussi prendre le diplôme ou l'attestation de non délivrance du diplôme. C'est-à-dire un document officiel venant de l'établissement qui prouve que tu n'as pas encore le diplôme définitif. Donc, quand on a tout ça, il faut aller vérifier les critères. Au niveau de la France, les critères, est-ce que les critères jouent? Généralement, au niveau de la France, par expérience, moi je dirais que les critères ne jouent pas. C'est-à-dire les critères d'admission, en majorité des cas, 70% des cas, les critères d'inscription fixés sur la plateforme de Campus France ne jouent souvent pas. Parce que Campus France est une procédure de hasard. Tu peux beau avoir les critères mentionnés, l'université décide de te prendre ou pas. Vous voyez, ils ont, c'est-à-dire, il y a un secret que les universités gardent et que personne ne sait. La plupart des procédures au niveau de la France, il y a trop de hasard. C'est pour ça qu'on te donne le choix de postuler pour cette université quand tu as un bac plus, pour 3 universités quand tu as un bac chélier tout court. Si tu as la chance dans les 7, tu as un qui t'accepte. Tu peux avoir respecté les critères, tu peux ne pas être accepté parmi les 7 universités choisies. Du coup, mais au niveau de la Belgique, au niveau de Luxembourg, au niveau de la Suisse, c'est clair. Au niveau des critères d'admission, c'est clair. C'est ça ou rien. Et quand tu respectes ces critères, 99 de chances d'être accepté. Le reste, c'est Dieu qui décide. C'est-à-dire, quand on prend un bachelier, quand on dit bachelier en Belgique, dans le langage belge, Luxembourg et suisse, c'est que bachelier, c'est licence. C'est l'équivalent de la licence, c'est licence. Quelqu'un qui a fini, voilà, l'école secondaire et qui veut entrer à l'université, on l'appelle bachelier. Quand on parle de la Belgique, il n'y a que 5 universités belges francophones. La Belgique, c'est un petit pays, il n'y a que 5 universités francophones. Les grandes universités, la Belgique, son système éducatif, son système d'enseignement supérieur est très différent du système français. Mais presque du système luxembourgeois et de la Suisse. Donc en Belgique, on a ce qu'on appelle université, comme en France. En France, on a, c'est-à-dire une multitude d'universités, c'est-à-dire plus dans c'est
Est-ce que je peux connaître même le nombre? En France, chaque quartier, chaque ville a au moins une université. Chaque commune a au moins une université. En Belgique, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'en France, on peut dire qu'il y a, bon, je ne sais pas, hein. Selon ce que je vois, je peux dire qu'il y a plus de 200 universités en France. Université. En Belgique, c'est 5 universités. Il n'y a que 5 universités en Belgique, mais avec plusieurs hautes écoles. Il y a une différence. Université ici, c'est-à-dire en Belgique, c'est que l'université vous forme pour devenir c'est-à-dire pas des professionnels, pour ceux qui veulent vraiment étudier. C'est pour ça, à l'université en Belgique, par exemple, pour un bachelier qui veut s'inscrire en première année, il faut avoir 13. 13 au bac. C'est le critère d'admission. Si tu n'as pas 13 au bac, tu te perds pour rien. C'est-à-dire que tu n'iras pas, ils ne vont pas t'accepter. 13 au bac, ce qui n'est pas en France. En France, tu peux avoir 10 et être accepté dans une université. En Belgique, dans les 5 universités, Université libre de Bruxelles, Université de Namur, Université de Liège, Université de Mons, Université catholique de Louvain. Les 5 universités, leur critère d'admission, c'est 13 au bac. Quelqu'un qui a le bac, il faut avoir d'abord 13 avant de s'inscrire à l'université en Belgique. L'université. Mais au niveau des hautes écoles, en Belgique, il y a deuxième, c'est-à-dire 3 niveaux d'enseignement supérieur. L'université qui est le HAC, le niveau, c'est-à-dire le plus haut niveau, pour ceux qui veulent vraiment étudier, c'est-à-dire faire le master, faire la thèse, faire le doctorat, eux, c'est à l'université ils vont. Ceux qui aiment trop les études, ils vont à l'université. Mais ceux qui veulent vraiment faire des formations professionnelles et être employables après le bachelier directement, eux, ils vont dans les hautes écoles. Les hautes écoles, il y a plus d'une trentaine de hautes écoles en Belgique. Ça, les hautes écoles, il n'y a pas un critère fixe. Chaque haute école fixe ses critères. Il y a des hautes écoles qui n'acceptent que 12. Il y a des hautes écoles qui acceptent les 10. Donc, vous pouvez avoir 10 et faire la procédure de Belgique, mais vous ne serez pas accepté à l'université. Rien que des hautes écoles ou des promotions sociales. Donc, dans les hautes écoles, la différence entre haute école et promotion et université, c'est que l'université forme ceux qui veulent vraiment étudier. Bachelier, master, doctorat, ça c'est l'université, ça. Ceux qui aiment les études, ceux qui aiment le cahier, comme on le dit chez nous. Mais les hautes écoles, eux, ils forment pour un métier. Je veux faire l'électronique, je veux faire l'informatique appliquée à tel domaine. Je vais dans une haute école. Après 3 ans, tu es employable, tu cherches d'emploi. Si tu as la chance, tu es prise. Mais l'université te forme pour devenir enseignant, pour devenir quelqu'un qui a beaucoup étudié. Tu vas faire le master. Vous voyez, mais sur le plan professionnel, on préfère ceux qui ont fait haute école. Parce qu'eux, ils sont prêts à l'emploi. Ils sont prêts à être employés après leur sortie à l'université. Ce qui n'est pas pour quelqu'un qui sort de l'université. Donc, c'est la différence. Mais les études à l'université, c'est pour ceux qui étudient vraiment. C'est ça. Donc, quand on prend, j'ai fini de parler des critères. Mais chaque pays a ses conditions aussi. Par exemple, quand on prend la France, il n'y a pas une équivalence, il n'y a pas une barrière d'équivalence. Mais au niveau de la Belgique, au niveau de Luxembourg, au niveau de la Suisse, il y a une barrière qu'on appelle équivalence. Pour quelqu'un qui veut commencer l'université. L'équivalence, c'est quoi? L'équivalence, c'est une procédure que tu fais. Un bachelier qui a un bac 2024 ou bien 2025, qui aimerait étudier en Belgique ou au Luxembourg ou en Suisse, la première étape à faire, c'est l'équivalence. L'équivalence, c'est quoi? En d'autres termes, c'est que c'est une conversion de ton diplôme béninois au diplôme belge, au diplôme luxembourgeois, au diplôme suisse. C'est-à-dire, ton bac là que tu as au Bénin n'est pas équivalent directement en Belgique, ni au Luxembourg, ni en Suisse. Mais en France, c'est directement équivalent.
On ne fait pas équivalence au niveau de la France, sauf pour d'autres raisons. Mais pour faire procédure pour rentrer en France, pour des raisons utiles, pas d'équivalence. Mais en Belgique, il y a équivalence. Forcément, obligatoire, sans équivalence, tu ne peux pas étudier en Belgique. Pour un nouveau bachelier qui veut faire le bachelier, c'est-à-dire pour qui veut faire la licence, sans équivalence, on ne fait pas procédure d'études en Belgique. C'est la première des choses à faire. Ça a un coût et une procédure à suivre. Voilà. Pour chaque pays, il y a une procédure à suivre pour faire l'équivalence. C'est l'équivalence qui dit ce que tu dois étudier. Voilà, dans ces pays, la différence entre aussi la Belgique, le Luxembourg et la France. C'est-à-dire, c'est l'équivalence, la décision de l'équivalence que l'État belge, c'est-à-dire la commission qui s'occupe des équivalences étrangères, dit à tel étudiant, en fonction de son passé, de son bac et de sa première année à l'université de son pays, il doit étudier dans tel domaine. Donc, tu ne te lèves pas pour dire que moi, je veux étudier l'informatique. Si ton équivalence n'est pas pour étudier en informatique. Vous voyez? Donc, c'est des choses que l'on doit. Tu dois partir de ces éléments avant de faire un choix. Quand tu fais le choix, tu suis tes étapes et tu commences la procédure. Et l'équivalence ne se fait pas au Bénin, non. Ça se fait dans le pays. Ça se fait pour la Belgique, ça se fait en Belgique. Mais il y a certaines procédures à faire au Bénin avant d'envoyer les documents au niveau de la Belgique, Luxembourg et Suisse. Ça, c'est les préliminaires pour quelqu'un qui veut étudier à l'étranger. Voilà. Est-ce que... Voilà. Oui? D'accord, merci pour ces clarifications. Et là, vous avez déjà anticipé certaines questions. Et la prochaine question, c'est quelle est la période idéale pour commencer à planifier un projet d'études à l'étranger? Et vous allez répondre à cette question brièvement et on passe au thème 2. Merci. Ok, merci. Période idéale pour commencer à planifier un projet d'études à l'étranger. Je dirais que la période idéale, c'est que ça commence dès l'instant que le projet vient dans sa tête. Même sans compter les périodes d'admission, les périodes d'inscription de chaque pays. Pour un bachelier, après juste le bac, il veut aller étudier à l'étranger, ça commence dès là. Et il faut avoir les documents, il commence, ça dit, et attendre. Parce que après le bac, il faut attendre 1 mois pour avoir l'attestation. Du coup, en octobre, c'est l'ouverture de Campus France. Chaque 1er octobre, c'est l'ouverture de Campus France. Si l'étudiant veut faire Campus France, s'il veut faire la Belgique, le Luxembourg, le Luxembourgeois ou la Suisse, juste après le bac, dès maintenant, il doit préparer les documents pour faire l'équivalence. L'équivalence, c'est à partir du 1er novembre jusqu'à 15 juillet. Après 15 juillet, il me dirige pour l'équivalence. Novembre à juillet. Vous voyez, mais les demandes d'admission selon chaque université, ça dépend. Il y a des universités qui commencent à partir de décembre. Il y a des universités qui commencent à partir de janvier. En Belgique, il y a des universités qui commencent à partir de février. C'est février le LAS. Majoritairement, les universités en Belgique commencent à partir de février. La grande majorité des 5 universités, mais il y en a qui commencent en décembre. Pour un bachelier, il doit commencer tôt pour faire l'équivalence. Parce que sans équivalence, tu ne peux pas t'inscrire. Voilà, sans équivalence, tu ne peux pas t'inscrire. Donc, quelqu'un qui veut faire Campus France a procédure, en principe, s'il a tous les documents, commence à partir du 1er octobre. Belgique, ça dépend de l'université. Si c'est les universités directes, les grandes universités, à partir de décembre. Si c'est les hautes écoles, il faut aller vérifier sur la plateforme de la haute école quelle est la date qu'ils ont dédiée pour l'inscription pour les étudiants hors de l'Union européenne. Il n'y a pas une date fixe pour les hautes écoles. Chaque haute école est libre de choisir. Moi, c'est telle date, de telle heure à telle heure. Moi, c'est telle date, de telle heure à telle heure. Au niveau de Luxembourg, Luxembourg n'a qu'une seule université publique. C'est en février que les inscriptions commencent.
mais l'équivalent peut se faire à tout moment. Et merci beaucoup pour cette clarification. Donc maintenant, vous avez une vision plus claire des fondations de votre projet. Passons à l'étape suivante, c'est-à-dire la candidature, parce que c'est le cœur du procédure et c'est aussi ce qui peut impressionner ou freiner beaucoup d'étudiants. Le processus de candidature et les documents requis. Quels sont les documents essentiels à préparer pour un dossier de candidature universitaire? Donc, on va passer d'abord au niveau de la France, puis au niveau de la Belgique. Merci. D'accord. Les documents essentiels à préparer pour le dossier de candidature universitaire. La France, en fonction de ton niveau d'études. Quelqu'un qui a déjà, bon, on commence par un bachelier. Quelqu'un qui vient d'avoir le bac, qui veut candidater en France, il a l'obligation de fournir son bulletin de seconde, première, terminale, tous les trimestres ou semestres. Ce n'est pas le dernier semestre ou la dernière trimestre, non, tout. Seconde, première, terminale, y compris le relevé de notes du bac et l'attestation du bac, plus l'attestation de scolarité de la première année. En plus, une pièce d'identité et une photo d'identité. Un CV, voilà les documents essentiels pour faire Campus France pour un bachelier. Je reprends. Seconde, première, terminale. Relevé de notes du bac, diplôme du bac, y compris l'attestation de scolarité. Parce qu'il faut justifier ce que tu veux faire l'année qui suit. Donc, l'attestation de scolarité ou l'attestation d'inscription, ou c'est une formation, tu fais une attestation de formation pour couvrir l'année actuelle. En plus de ça, la photo d'identité, la pièce d'identité. Aujourd'hui au Bénin, il n'y a plus question d'aller modifier les noms ou les dates de naissance. Donc, ceux qui se lancent dans les procédures, dès maintenant, vous pouvez faire les passeports. Parce qu'à un niveau donné, le passeport sera obligatoire. Donc, ceux qui veulent faire les procédures, il faut faire les passeports. Parce qu'il n'y a plus question, j'attends, j'ai un projet quelque part, si ça donne, je dois changer mes noms, tout ça. Il n'y a plus cette histoire au Bénin. Donc, vous devez vous projeter à faire les passeports avant d'entamer une procédure, puisque de toute façon, à un moment donné, vous aurez besoin d'un passeport obligatoire. Alors, par rapport à la Belgique, j'ai parlé des bacheliers, mais ceux qui sont en licence, j'ai une licence au Bénin et je veux faire Campus France. Quels sont les documents que je dois fournir? Ça dépend. Quand on a une licence au Bénin, soit pour avoir plus de chance, on candidate pour la deuxième année et la troisième année souvent. Donc, quand il y a la deuxième année dedans, tu rejoins celui qui fait la première année. C'est-à-dire, tu dois avoir les bulletins de seconde, première, terminale, relevé de notes du bac, attestation du bac et en plus tes documents universitaires, première année, deuxième année, troisième année. Mais quelqu'un qui postule à partir de la troisième année, quelqu'un qui a déjà la licence ou le master au Bénin et qui candidate pour via Campus France pour les candidatures en troisième année et plus, on ne compte plus les documents de seconde et de première, mais à partir de terminale. Vous voyez, à partir de terminale, plus ces documents universitaires, première année, deuxième année, troisième année, y compris le master s'il avait fait le master. C'est comme ça. Au niveau de la Belgique, ce n'est pas le même, c'est pas le même cas. La Belgique ne prend pas en compte les documents de secondaire. Non. Tout se base à partir du bac. Tout à partir du bac. C'est pour ça que tu peux avoir 15 en terminale. Si tu as 10, l'université ne compte pas tes 15 en terminale. Et les 10 au bac, eux, ils vont compter. Donc, pour un bachelier en Belgique, c'est uniquement les documents du bac, plus l'attestation de scolarité de l'année en cours.
juste les documents de bac. Et les pièces d'identité, ça c'est généralement pour tous les pays, il faut la pièce d'identité, la photo d'identité. La pièce d'identité peut être un passeport ou la carte CDAO ou, comment vous appelez le document chez nous actuellement, certificat d'identification du personnel, le CIP. Mais moi, je vous conseille, ceux qui veulent se lancer dans la procédure dès l'instant, vous pouvez commencer par faire vos passeports. Au niveau voilà, y compris l'équivalence, celui qui est en bachelier, y compris l'équivalence de ces documents. Mais celui qui veut faire le master, l'équivalence n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui a déjà la licence au Bénin et qui est apte à faire la procédure de Belgique, l'équivalence n'est pas obligatoire. Il n'a pas besoin d'une équivalence pour faire la procédure. Il peut faire l'équivalence pour d'autres raisons, mais pour faire sa procédure, il n'a pas besoin d'une équivalence. Donc là, c'est à partir des documents du bac, y compris les documents universitaires. Tout. C'est ça. La différence, c'est qu'au niveau du bachelier, il y a l'équivalence qui est obligatoire. Il doit fournir l'équivalence avant d'entamer l'inscription à l'université. Et l'année qui court, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est une formation, si il s'est inscrit en première année, voilà, il faut ça. Mais pour un master, pas besoin de l'équivalence, c'est la différence. Mais il faut en plus, ces documents ça arrive première année, deuxième année, troisième année, l'attestation de licence. En Belgique, l'attestation de licence ne marche pas. Il faut un diplôme définitif, surtout quand tu as une licence il y a longtemps. Il faut un diplôme définitif ou attestation de non-délivrance du diplôme, un document officiel. Actuellement, j'ai appris que les universités privées au Bénin ne délivrent plus les diplômes. Mais, donc, la Belgique leur demande de fournir un document qui vient d'eux, qui prouve que tu n'as pas encore, que le diplôme ne sera pas délivré. Sinon, ton dossier ne sera pas accepté dans les universités en Belgique. Parce que l'attestation, c'est une attestation, c'est une preuve que tu as fini, mais ce n'est pas encore le diplôme. Du coup, eux, ils jouent sur les mots qu'on a écrits sur le document. Voilà. Je crois que j'ai répondu à cette question par rapport au document. Oui. Merci d'avoir souligné ces spécificités selon le pays, donc la France, la Belgique, le Luxembourg. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi la procédure Canada. Ouais. Il est dedans. Au niveau de ceux qui sont intéressés, oui. On ne sait jamais. Au niveau du Canada, les documents fournis, c'est à partir de seconde. Même si tu veux postuler en master, les documents fournis, c'est à partir de seconde généralement. Seconde, première, terminale, y compris les documents universitaires, si tu as fait la licence ou le master. Mais au niveau du bachelier, quelqu'un qui a le bac fraîchement, c'est uniquement les documents secondaires, seconde, première, terminale, le bac, y compris les pièces d'identité, la photo d'identité. Ok. Et merci beaucoup. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment Educanvol accompagne-t-il les étudiants dans la rédaction de leurs lettres de motivation, leur CV, et comment il les accompagne en global? Et c'est quoi Educanvol d'abord? Merci. Merci pour la question. Bon, Educanvol, c'est une structure créée par des étudiants de Djougou. Si les gens qui ne sont pas de Djougou, qui sont ici, m'en excusent. C'est une structure créée par quelques étudiants de Djougou qui sont venus étudier à l'étranger. Et bon, d'habitude, on les contacte. Ah, je veux faire la procédure, il faut m'aider. Et ça devient. C'était un truc familial qu'on a commencé depuis 2020. Depuis 2020, on faisait un truc comme ça en 2022 ou 2020, oui, 2021. Après 2021, les gens viennent pêle-mêle, tout ça là. Pourquoi ne pas s'organiser en tant qu'étudiants étrangers pour aider nos frères? Donc, c'est dans ce sens que nous sommes allés créer la structure qu'on appelle Educanvol. Educanvol je crois, a 5 ans aujourd'hui, mais 2 ans sans le nom d'Educanvol. Mais à partir de la 3e année, Educanvol est là.
ce n'est pas M. Cissé, non, c'est Éduc Envol qui fait tout ce que vous voyez. Avant, on peut dire M. Cissé, mais maintenant, non, parce que Éduc Envol est géré par des jeunes qui sont à l'étranger, qui étudient, qui s'organisent chaque année pour aider leurs frères qui sont au pays, qui aimeraient étudier à l'étranger. Donc, aujourd'hui, Éduc Envol compte moins de, c'est-à-dire, avec l'année 2025, on aura plus d'une centaine d'étudiants en France, plus d'une centaine d'étudiants au niveau de la Belgique. Si, avec la rentrée qui vient, c'est-à-dire avec la rentrée de septembre 2025, quand on fait les statistiques sont sur nos sites, vous allez voir, vous pouvez voir tous les statistiques sur nos sites. Pour chaque pays qu'on fait d'habitude, on fait la France, la Belgique d'habitude. Le Canada, comme c'est compliqué, bon, juste là, on a pu faire voyager 5 étudiants au niveau du Canada. C'est compliqué, ça devient compliqué. Donc c'est comme ça, les jeunes s'organisent, c'est-à-dire de la France, ils sont l'équipe en France et en Belgique, ils aident les étudiants qui aimeraient étudier à l'étranger, ils nous contactent, on leur fixe nos conditions, on prend le dossier et on commence par faire le dossier de la procédure d'admission jusqu'à la procédure de demande de visa, jusqu'à leur installation en Belgique et en France. Je crois que là, je ne sais pas si dans cette conférence, il y a des étudiants que Éduc Envol a aidés qui sont là, qui peuvent témoigner comment voilà, la procédure s'est marchée avec eux. Soit s'il y a un membre d'Éduc Envol qui peut prendre le relais et nous détailler un peu ce que Éduc Envol fait. Oui. Ok, est-ce que M. Rabio est là? Monsieur Zoul également aussi est là. Monsieur Zoul, Monsieur Rabio. D'accord, oui. Donc, que quelqu'un prenne la parole pour expliquer un peu comment il a été accompagné par Éduc Envol. Merci. Déjà, s'il n'y a personne pour parler, moi, je peux le faire parce que moi aussi, j'ai été accompagné par Éduc Envol depuis ses débuts. Aujourd'hui, je suis en France, à Bordeaux. Et c'est à travers Éduc Envol que je suis venu en France. J'ai été accompagné du début jusqu'à la fin du procédure et même après mon installation parce qu'on continuait à poser des questions et comment ça marche, les documents administratifs à fournir à l'État ici. En tout cas, on a eu un accompagnement global. Et après nous, il y en a beaucoup qui ont bénéficié aussi de cet accompagnement. Et je ne sais pas, Rabiou n'est pas là ou pas? Bon, ce n'est pas grave. S'il n'y a personne pour prendre la parole, et on peut continuer nos questions en attendant. D'accord. Et là, la candidature est prête. C'est-à-dire, on a expliqué les documents fournis et la procédure initiale à faire. Maintenant, on va passer au niveau du financement. D'accord. Ah, d'accord. Monsieur Zoul est là. Zoul, est-ce que vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Merci. Zoul, est-ce que vous êtes là? Ok. Bon. D'accord, je disais que là, maintenant, la candidature est prête, mais une question revient souvent. Comment financer ces études à l'étranger? C'est la question qu'on se pose tous. Et ça a été déjà abordé partiellement au niveau de... Parce que M. Sissé avait donné des démarcations entre ce qu'on appelle les bourses d'études et aussi la procédure normale d'études
à l'étranger. Donc, avant d'aborder la question des financements et des bourses, je vais laisser Askandar à s'exprimer pour nous dire un mot sur son accompagnement. Merci. Je crois que c'est à vous, Askandar, de le faire. Il faut ouvrir votre micro. Ou bien c'est à M. Sissi de le faire. Est-ce que vous êtes là? Je pense qu'il peut allumer lui-même son propre micro. Hein. C'est ce que je crois, mais là, je ne vois rien là. Bon, en attendant, on va continuer. Monsieur Sissé, c'est à toi de lui donner la main, je crois. Bon, c'est vrai qu'au début, avec les interférences qu'on avait, les micros qui étaient coupés et qui étaient allumés, je les ai coupés. Mais là, normalement, bon, soit il quitte la réunion et il revient. Sinon, je ne. Normalement, voilà. Alors, bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. Ouais. Salut à tous et à toutes. Moi, je suis Askanda Sidi Ali. Je vis à Berlin. J'ai étudié également à l'université d'Abomey Tel Aviv. Je remercie vraiment les idées qui sont vraiment réunies. Et de telles initiatives, moi, je leur dis vraiment merci pour les efforts et pour l'attention particulière à nos frères, à nos jeunes frères, jeunes sœurs qui sont encore au pays et qui sont encore ici aussi. Moi, je suis témoin de plusieurs personnes qui sont peut-être ici sur la plateforme. Et au début, effectivement, ce n'est pas éduqué en vol. Souvent, c'était un peu plus personnel. Donc, j'ai aussi mon petit frère aussi qui est aussi en France. J'ai également des amis qui l'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, tout le monde, même si ce n'est pas encore ça, tout le monde est quand même sur le bon chemin. Et en ce moment, c'était un accompagnement, comme on le dit, un accompagnement un peu plus familial, où il avait vraiment mis le cœur et beaucoup de détermination et d'attention sur tous les dossiers fournis. Je pense que ce que je voulais suggérer, c'est que les gens ne regardent pas les conditions, mais plutôt qu'ils fassent confiance à ces gens qui sont vraiment réunis pour créer cette initiative. Ils sont de très bons guides, comme on le dit. C'est des personnes de confiance et c'est des personnes vraiment qui sont prêts pour leurs frères, qui sont prêts pour les autres. Donc, je vous remercie. Et merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et donc, revenons sur la question du financement qui a déjà été partiellement abordée par M. Sissé. Donc, entre les frais de scolarité, la vie sur place et les démarches administratives, il est essentiel d'anticiper son budget. D'accord? Heureusement qu'il existe des bourses, comme M. Sissé l'avait dit. Donc, j'aimerais qu'il revienne partiellement sur les bourses d'études avant d'aborder et comment financer ces études ici en Europe. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc je reviens par rapport à mes propos préliminaires. Il faut faire la différence entre une bourse d'études et la procédure normale d'inscription, d'admission que l'on se projette lui-même. La bourse, ça, quand je prends d'abord la bourse, il y a une procédure pour faire la bourse. Quand tu fais la bourse, et tu as accepté, bon, par étape, pas
la bourse se sélectionne souvent par étapes. Première étape, si tu es accepté, vous allez à la deuxième étage, si tu es accepté. Vous continuez jusqu'à la fin et ils vont valider ton dossier, ils vont t'envoyer une lettre, on appelle ça une lettre, voilà, une lettre, un accord entre toi et souvent ces bourses, ce n'est pas les bourses du Bénin, non, c'est les bourses de l'État qui t'accueille. C'est-à-dire la Belgique. Quand on parle de la Belgique, par exemple, la Belgique a ce qu'on appelle ARES. ARES, c'est Académie de recherche et d'enseignement supérieur en Belgique. C'est l'équivalent du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Bénin. Eux, ils organisent chaque année un concours qu'ils appellent concours ARES au niveau de chaque pays africain. Bon, ils appellent ça les pays du Sud, les pays pauvres. Chaque année, ils organisent des concours. Ces concours, pour la rentrée prochaine, c'est-à-dire la rentrée de 2026, l'ouverture est le 5 août, c'est-à-dire la semaine prochaine. Il faut aller voir, est-ce que je suis éligible? Généralement, il n'y a pas de bourse pour un bachelier. Non. C'est-à-dire pour quelqu'un qui vient d'avoir le bac, il n'y a pas de bourse pour quelqu'un qui vient d'avoir le bac dans ces pays-là. C'est souvent après le master. Généralement, ceux qui ont le master, par exemple, celui qui est ici, il a le master en transport logistique, en droit, en agronomie, en sociologie. Il peut prendre en contact avec nous. On va voir son dossier si on peut l'aider à monter un dossier de bourse. C'est très important. Donc, quand tu fais la bourse, tu le fais, voilà. Si c'est toi-même qui le fais, tu le fais toi-même. Tu as l'acceptation, on t'accepte, on t'envoie le billet d'avion, on t'envoie le visa. Tu restes, si tu es en Belgique, si c'est pour la Belgique, tu as Cotonou, tout vient là. Tu ne te déplaces même pas. Tu ne vas pas à Abidjan comme les autres. Tout est fourni jusqu'à le billet d'avion, jusqu'à son arrivée ici. Et la bourse a une durée de 2 ans ou 1 an. Tu finis l'année, la bourse est terminée. Donc, mais une procédure d'admission, d'inscription normale, ce que la majorité d'entre nous font, le financement doit venir de toi ou de tes parents. C'est la différence. Ça, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la bourse. C'est comme on va au bac, Dieu facilite à certaines personnes d'avoir 14 et 15, mais d'autres ont passable. D'autres ont la mention passable, tandis que d'autres ont la mention assez bien et très bien jusqu'à excellent. Donc c'est comme ça. Au niveau de la bourse, tu peux aussi tenter la bourse avec toutes les conditions réunies. Ça ne marchera pas. La bourse, c'est quelque chose que Dieu dit que c'est quelque chose que c'est Dieu qui donne la bourse. Il n'y a pas, c'est Dieu qui donne la bourse. Voilà, tout le monde ne peut pas être boursier. Eux, ils ont aussi un quota pour chaque pays. Et chaque année, ça, bon, moi, j'ai été boursier au niveau de la Belgique. En notre temps, c'était 4. Chaque année, ils donnaient 4. Mais après nous, c'est revenu à 2. Donc, chaque année, en fonction des budgets qui allouent à ce truc-là, ils diminuent et ils corsent les conditions. Du coup, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la bourse. Ce que tu peux faire, c'est de faire une procédure d'admission et d'inscription normale. Mais le financement doit venir de toi. Donc, quand tu fais la procédure de Campus France, quand je prends Campus France d'abord, tu fais la procédure de Campus France, si tu as été accepté dans l'une des universités, maintenant tu passes à l'étape consulaire. C'est ça qu'on appelle demande de visa en d'autres termes. L'étape consulaire, c'est l'étape de la demande de visa. À cette étape, on va te demander comment tu penses financer tes études, ton séjour en France. Comment tu penses te loger. Voilà les 2 critères qui te donnent le visa. Sans oublier le critère de l'entretien. Ici, on parle de financement. Donc, comment tu penses financer tes études? C'est, en d'autres termes, apportez-nous un garant. Apportez-nous un garant. Qu'est-ce qu'un garant? Un garant, c'est quelqu'un qui prend un engagement vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'État d'accueil, si c'est la France, qui dit que, tel étudiant, c'est moi qui financera tes études en France. C'est ça qu'on appelle garant. Vous entendez garant, c'est ça qu'on appelle garant. Donc, généralement, si c'est la France, ce qui passe de plus, c'est
attestation de virement irrévocable, ce qu'on appelle AVI. C'est ça qui passe au niveau de la France. Par le biais d'une banque, vous faites une attestation de virement irrévocable, c'est-à-dire un compte bloqué du genre qui dit que tel étudiant qui viendra en France, telle personne se porte garant qui va lui envoyer 615 € le mois. Vous avez le seul document, plus un logement ou une preuve de domiciliation qui prouve que vous venez en France et vous avez un logement et vous irez déposer les demandes d'admission et on vous donne le visa. Maintenant que le visa est donné, généralement, souvent les preuves de logement, les preuves de trucs là, de garantie financière, je ne sais pas s'il faut le dire ici. Bref, ça c'est entre parenthèses. Au niveau de la Belgique, c'est pratiquement la même chose, mais très très différent et très compliqué. Le financement pour la Belgique, il n'y a pas ce pays où c'est plus... il y a la Suisse aussi qui c'est compliqué. Pour la Belgique, on va te demander un garant. Au niveau de la France, retenez que le garant, ça peut venir du pays, c'est-à-dire le garant peut être au Bénin, l'argent bloqué au pays, l'argent bloqué au Bénin. En France, en Belgique, côté financement, sans le côté financement, tu ne peux pas aller au visa. Donc, sans le côté financement, tu ne peux pas aller au visa. C'est pour ça que ce projet, avant de commencer, il faut avoir toutes les informations et se projeter. Arrivé au niveau de garant, qu'est-ce que je fais? J'ai un parent qui respecte les conditions, j'ai les moyens de me procurer un garant, oui, si ce plan ne marche pas, je fais ce plan, si ce plan ne marche pas, je fais ce plan. C'est un manque de planification qui conduit aux étudiants, après admission, ils soient bloqués au niveau du garant, ils soient bloqués, et souvent, généralement, qu'est-ce qui bloque? C'est le garant. C'est le garant. Au niveau de la Belgique, quand on prend la Belgique, il n'y a que deux options pour faire la garantie financière. Soit tu trouves quelqu'un qui respecte les conditions de 3 000 €, et chaque année, il y a un changement par rapport à ça. Donc, par exemple, quand je prends l'année, ceux qui veulent étudier en Belgique, ceux qui ont fait des procédures cette année, qui veulent venir étudier pour la rentrée prochaine, il faut avoir quelqu'un qui a 3 000 € comme salaire net et non brut. Il y a une différence entre salaire net et salaire brut. Donc, 3 000 € comme salaire net. Ça, c'est la première condition. S'il est en Europe, il faut qu'il soit européen ou à durée indéterminée. Voilà, 3 000 € en francs CFA, il faut avoir... 3 000 €, c'est 2 millions, non? Oui, c'est environ 2 millions de salaire. Au Bénin, combien de personnes prennent 2 millions de salaire? Voilà. Donc... Oui, c'est effectivement là que ça devient compliqué parce que dans nos pays, pour avoir quelqu'un qui gagne 2 millions de salaire, c'est un politicien qui est vraiment un ministre ou un député, voilà, ça existe. Avoir quelqu'un qui a un salaire de 2 000 €, 3 000 €, donc équivalent de 3 millions de francs CFA. La première condition, c'est ça. La deuxième condition qui vient après ça, si la personne a des charges, s'il a un enfant, il faut ajouter 150 €. S'il a 2 enfants, ça fait 150 fois 2. Vous voyez? Donc, 2 enfants, ça fait 300 € plus les 3 000, ça fait 3 300. Le garant en Belgique, pour un étudiant qui veut venir en Belgique, il peut être partout. Mais il y a aussi des conditions en fonction de son lieu de résidence. Quand le garant est en Europe, là c'est bon, il n'y a pas de conditions particulières. On ne te demande pas de fournir le lien de parenté. Mais quand le garant quitte le cadre de l'Europe, il est aux États-Unis. Ne confondez pas, les États-Unis n'est pas l'Europe. Le Canada, il est dans ces pays-là. Il est en Afrique, il faut prouver un lien de parenté. Quand le garant est en Afrique, aux États-Unis, au Canada, il faut prouver un lien de parenté entre l'étudiant et le garant. Mais quand il est en Europe, pour le moment, il n'y a pas de condition de lien de parenté. Il faut juste prouver que
la personne il est européen. Européen ne veut pas dire avoir un séjour. Non, européen, c'est quelqu'un qui est, par exemple, il est en France, il est français. Voilà les conditions. Vous voyez que c'est difficile? C'est la première option. Je vous ai dit à l'entame que ces deux options-là, c'est la première option. Trouver quelqu'un qui respecte ces conditions-là. Si c'est ton papa qui est député, ça marche. Comme on a eu les étudiants qui ont les parents députés, qui ont des parents ministres, ils ont signé la prise en charge au Bénin, calmement, ils respectent les conditions, ça passait. Mais ton papa est commerçant, il a 100 millions dans son compte, ça ne passe pas. C'est vraiment choquant. Ton papa peut avoir des milliards, ton papa peut être Dangote ou Bill Gates. Il faut, dans son argent, voilà, c'est là où on débouche vers la deuxième option, c'est que si vous voulez que son papa soit comme garant, malgré qu'il n'a pas de fille de père, sur les fiches de paie qu'on prouve le salaire, il n'y a pas dit que telle personne est riche, il a 100 millions, 200 millions dans son compte, il peut me faire garant, on va tirer le document à la banque. Non, en Belgique, ça ne passe pas. C'est au niveau du Canada que ça passe. En Belgique, quand c'est comme ça, la deuxième option, si vous avez des moyens, envoyez de l'argent en Belgique. Bloqué. Cette année, c'est 835 € x 12, donc environ 10 100 €, qui est équivalent de 6 millions et quelques de francs CFA. 6 millions et quelques, 6 millions et quelques, 6 millions et quelques de francs CFA bloqués dans le compte de l'université en Belgique. Ça, c'est la deuxième option. Si vous faites ça, l'université en retour vous donne une attestation qui prouve que c'est l'université qui se porte son garant. C'est une procédure à suivre. Là, c'est ce papier que l'université te donne que tu iras déposer au niveau de la demande dans la phase de demande de visa au niveau de l'ambassade pour obtenir le visa. Ce n'est que les deux options pour avoir une prise en charge ou un garant financier en Belgique. Généralement, comme souvent, nous sommes des pauvres, on n'a pas de moyens pour bloquer de l'argent. On cherche des garants. Quelqu'un qui respecte les conditions, vous entendez, voilà, vous faites l'affaire. C'est comme ça. Là, la Belgique devient compliquée. Et chaque année, il faut renouveler le garant. Alors que si c'est ton papa qui est ministre, il est député, vous entendez, il fait un garant pour toute la durée de ses études. Il signe pour toute la durée de ses études. Chaque année, tu n'as pas besoin de renouveler le garant. Mais quelqu'un que tu trouves au hasard, lui, voilà, en connaissant tout ce qu'il y a derrière, il va s'engager pour une année. Donc, ça te donne le visa, ça te donne le séjour une fois en Belgique, et après l'année là, tu dois encore chercher un garant, une prise en charge pour renouveler ton séjour. Qui est différent au niveau de la France. En France, quand tu as la VI qui est au pays, au Bénin, on te donne le visa, tu viens, tu te débrouilles, tu peux être ton propre garant. Même en Belgique, la condition d'être ton propre garant existe. Mais pourquoi les étudiants fuient ça? Comment être ton propre garant en France? C'est que tu prouves tes fiches de paie, n'est-ce pas, monsieur Kankou? Exactement, oui. Voilà, donc tu as travaillé, tu as un CDI, tu as travaillé, il faut prouver les fiches de paie que tu as réuni au moins 700 €, n'est-ce pas? Exactement, 650, 650 voilà, par mois, déjà, tu peux être ton propre garant. Si tu travailles, tu peux être ton propre garant. Au niveau de la Belgique, il y a aussi cette condition. Tu peux être ton propre garant si tu as un salaire de 835 € le mois cette année. Mais est-ce que tu vas vouloir aller avec ton propre garant? Est-ce que l'office étranger ne va pas te regarder? Il ne va pas te poser des questions. Est-ce que tu es venu juste pour travailler ou bien pour étudier? C'est là que ça se complique. C'est pour ça que la majorité des étudiants, pour ne pas avoir de soucis, ne s'engagent pas pour cette option de garant à son propre compte en Belgique. D'accord. Et il semble que ces questions-là sur le financement, ça vient de plomber un peu l'ambiance. Mais pour vous revigorer,
c'est que il y a espoir quand même, ou bien Monsieur Cissé, est-ce que ça en vaut la peine de venir étudier en Europe, ou bien en tout cas de venir étudier à l'étranger? Est-ce que ça en vaut la peine? Juste quelques mois avant qu'on ne passe à... Je vais vous retirer la question parce que... Mais oui, vous pouvez redonner espoir quand même. Oui, je dis que ça vaut la peine. Tout d'abord parce que sortir de chez toi, aller étudier, que ce soit en Europe, en Asie, aux Amériques, en Amérique, tout ça, c'est très important. Personnellement, moi, je trouve que c'est une bonne chose, en ce sens que nous ne parlons même pas du côté financier. Parlons des diplômes. Parlons des diplômes. Le diplôme étranger, c'est non. Quand tu sors d'un diplôme, c'est-à-dire quand tu rentres au pays avec un diplôme étranger, c'est très reconnu. Tu as plus de la valeur que quelqu'un qui a fait tout son cursus au pays. Moi, j'ai le master, par exemple. Si j'ai le master, je prends un exemple. Si j'ai le master en Belgique, je vais au pays, j'ai la chance d'enseigner à l'université. Vous le savez, j'ai la chance d'enseigner à l'université de Calavi, là, que quelqu'un qui a fait sa thèse à Calavi. Est-ce que je me trompe? Non. Et même pour appuyer ce que vous venez de dire, c'est que, en fait, la qualité de la formation ici, c'est pas la même chose. C'est ça. Franchement, toi-même, quand tu es ici en Europe pour étudier, tu sais que vraiment, tu es en train d'étudier. Et les amis qui sont là peuvent en témoigner parce que c'est vraiment de la formation et ça demande beaucoup d'efforts. Et tu vas te faire former vraiment. Donc là, on est d'accord que c'est quand même un plus-value pour ceux qui veulent venir étudier ici. Et pour passer à la question suivante, comment se déroule le processus d'obtention de visa? Parce que là, on a parlé du côté financier, on a parlé de la constitution des dossiers. Maintenant, comment se déroule le processus d'obtention de visa pour les études à l'étranger? Pour quelqu'un qui a une admission, que ce soit en France ou bien en Belgique. Merci. Voilà. En France, le processus de demande de visa, c'est simple. Parce qu'au préalable, tu as déjà fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, à l'entame de la demande d'inscription, quand tu fais Campus France, tu fais déjà l'entretien. Tu fais ce qu'on appelle l'entretien. C'est l'entretien qui valide ton dossier afin d'être envoyé au niveau de l'université en France. C'est ça. Quand tu finis ça et tu as l'acceptation, à la demande de visa, tu prends juste le rendez-vous au niveau de Capago. Capago, c'est l'intermédiaire entre le consulat français et l'étudiant ou les demandeurs de visa. Donc, tu prends rendez-vous auprès de Capago avec les documents qu'on a cités et tu vas déposer le jour de ton rendez-vous. Donc, tu ne peux pas aller déposer ta demande de visa sans le garant financier, sans le justificatif de logement. C'est deux documents essentiels qui te donnera le visa au niveau de la France. Si tu avais bien fait, si ton avis SCAS est favorable. C'est quoi l'avis SCAS? C'est l'entretien que tu fais au niveau de la France, l'avis, c'est-à-dire si c'est favorable ou défavorable. Tu peux beau avoir l'admission et échouer au niveau de visa parce que ton avis SCAS est défavorable. C'est-à-dire que l'entretien n'était pas bonne. Vous voyez? Donc, au niveau de la France, c'est simple. Tout se passe à Cotonou. Tu n'as pas de dérangement, tu n'as pas de certification à faire, tu n'as pas de médical à faire. On peut prendre la Belgique, et ta visa, et tout un chemin de croix. Ah, je dis la vérité. C'est tout un chemin de croix, en ce sens que il faut aller à Abidjan. La demande de visa pour un étudiant au Bénin, c'est-à-dire un étudiant qui est au Bénin, au Togo, s'effectue à Abidjan. Tous les demandes de visa l'ont séjour pour la Belgique. Jusqu'à nouvel ordre, il faut se rendre à Abidjan. L'intermédiaire qui s'occupe de ça, c'est VFS. C'est l'équivalent de Capago à Cotonou pour la France. Donc VFS s'occupe de l'intermédiation entre l'étudiant ou le demandeur de visa
et le consulat belge, l'ambassade belge. Donc, à cette étape, il faut aussi prendre le rendez-vous en s'assurant que tu as déjà le garant. Comme vous le savez, le garant, je l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc, en sachant que tu as déjà le garant, faire d'autres formalités à Cotonou, les certifications, la visite médicale, l'assurance sont très importants pour faire la demande de visa au niveau de la Belgique. La visite médicale ne se fait pas chez un médecin que tu connais dans le quartier. Non, non, la visite médicale se fait chez, c'est-à-dire 2 ou 3 médecins connus par la Belgique. C'est la Belgique qui les a choisis à Cotonou. Je donne l'exemple que vous connaissez peut-être, il y a le cabinet Apiti au Kangezo. Ceux qui sont à Cotonou qui passent vers le Kangezo, il y a un cabinet là. Apiti a l'agrément pour faire les visites médicales pour la Belgique. Et une dame arabe qu'on appelle Dr Noira Azaz. Donc voilà, il n'y a que ces 2-là qui ont l'autorisation pour te donner, pour te délivrer un certificat médical. Tu ne peux pas faire la demande de visa et aller faire un certificat médical chez quelqu'un d'autre, à part ces 2 médecins. Il y a un troisième que je ne connais pas maintenant, qui vient d'être ajouté cette année. Et quoi encore? Voilà. Au niveau de la demande de visa, ici en Belgique, c'est au niveau de la demande de visa qu'on fait l'entretien. L'entretien, différemment de la France, c'est que l'entretien se fait au niveau de l'admission, mais au niveau de la Belgique, l'entretien se fera lors de la demande de visa à Abidjan. Quand tu déposes tes dossiers le lundi, un exemple, tu prends l'empreinte, c'est le lendemain que tu vas à l'ambassade pour faire l'entretien. Et l'entretien, pour le moment, au niveau de la Belgique, ça peut changer, comme ça peut ne pas changer. Pour le moment, c'est un entretien écrit. Il y a un questionnaire écrit que si vous êtes en contact avec nous, si la procédure est faite, bon, ceux qui ont fait la procédure savent comment nous on fait. On connaît déjà à l'avance les questions où on vous prépare. On fait des simulations parce qu'il y a une manière de réponse. Ta demande de visa peut être acceptée sous 2 conditions. En Belgique, c'est sous 2 conditions. Un garant financier qui est solvable et l'entretien qui a été bien fait. Généralement, les refus de visa au niveau de la Belgique, c'est au niveau des 2 choses-là, c'est-à-dire le garant financier et l'entretien. Voilà, en gros, l'étape consulaire pour les 2 pays. Pratiquement, la Belgique et le Luxembourg, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Ok, et merci beaucoup pour cette clarification encore une fois. Et donc, on a parlé de la procédure consulaire, que ce soit en France ou bien en Belgique ou dans d'autres pays en tout cas. Et félicitations. Maintenant, on suppose que votre dossier et votre visa a été accepté, vous avez le financement, d'accord, et tout est bon. Mais avant de faire vos valises, il y a encore une étape clé, c'est la préparation concrète au départ. Est-ce que Educonvol aide les étudiants pendant cette procédure aussi? Parce qu'on suppose que, on est d'accord que le Educonvol aide les étudiants du départ jusqu'à la fin. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne l'installation, c'est-à-dire l'arrivée même des étudiants, est-ce que vous accompagnez aussi les étudiants à ce niveau-là? Oui, je dirais oui, parce que depuis que nous on fait la procédure, on accompagne l'étudiant jusqu'à l'obtention de son job. Généralement, on fait ça jusqu'à l'obtention de son job. Si c'est en Belgique, en France, on a des équipes, même celui qui parle, ils aident les étudiants à. C'est ça que vous allez faire de façon administrative. Donc, généralement, quand tu as déjà le visa, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est le billet d'avion et comment arriver en Belgique ou en France, ou, en tout cas, ou dans un pays d'accueil. Le billet d'avion, si vous voulez, c'est vrai que juste là, ce n'est pas une exigence, mais il y a des étudiants qui nous contactent, on les aide à acheter le billet d'avion à moins de coût. L'étudiant se prépare pour venir, il n'a personne pour l'accueillir, nous sommes là, on se programme, on va l'accueillir jusqu'à son lieu de résidence. Voilà, il y a aussi l'affaire de logement qui est là, c'est-à-dire le pont après le visa,
Et le voyage, il y a l'affaire de logement qui est là, qui casse les têtes. Nous sommes là, notre équipe s'organise à assister les étudiants à avoir un logement avant leur descente au niveau de chaque pays. De ce qu'on peut faire, ce n'est pas une obligation pour nous, mais on ne peut pas laisser les étudiants qui le connaissent. On va vous aider à chercher des logements, mais ce n'est pas dans nos contrats. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, quand tu as le visa, on vous donne tous les outils nécessaires pour avoir un logement concret. Qui respecte les conditions. Quand on parle à la Belgique, le logement ne veut pas dire quelque chose. Le logement, il faut avoir des conditions pour avoir les séjours. En Belgique, c'est comme ça, différent de la France. Voilà. Quand on parle à la France, le visa qu'on vous donne, c'est 1 an directement. Il faut venir ici la valider avec 50 € et le visa est validé par le titre de séjour. Ça vaut, le visa vaut le titre de séjour en France. Ouais, ce qui n'est pas le cas au niveau de la Belgique. Le visa te donne, même si c'est 1 an, on te donne le visa, 6 mois, 3 mois, souvent, généralement, c'est ça. On te donne, il y en a à qui on donne 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois. Une fois en Belgique, il y a une formalité à suivre, qui est la formalité, la procédure de l'obtention du titre de séjour. Et cette formalité n'a rien à voir, c'est-à-dire être tributaire d'un logement digne qui respecte les conditions de ce pays avant de t'adonner le titre de séjour. Ça, c'est encore un autre débat. Donc, je m'en arrête là. Vous aurez des explications quand vous allez rentrer dans les procédures. Donc, nous, on aide les étudiants à chercher des logements aussi, ou soit leur installation. De toute façon, on est là, à l'accueil à l'aéroport. Aucun étudiant ne va jamais nous dire qu'il n'a pas été accueilli, que ce soit en France ou en Belgique. Sauf si tu fais la tête d'aller prendre un vol ou un départ qui ne cadre pas avec nos disponibilités, nos disponibilités. C'est pour ça d'ailleurs on les dit, avant de prendre un vol ou un départ, prenez-nous en avant pour savoir si nous sommes disponibles à cette date-là. Du coup, on l'accueille, on l'amène, s'il est à Mons, s'il est en tout cas, si en Belgique, on l'accueille, on l'accompagne jusqu'à son lieu, jusqu'à la ville, jusqu'à là où il réside. Le lendemain, après son installation, il y a une équipe qui s'organise pour les guider. Ils viennent dans un nouveau pays, en Europe surtout, où tout est complètement différent du pays, de notre pays d'origine. Il faut les apprendre comment prendre le bus, comment prendre le train, comment valider son inscription, tout ça, le Duc en vol s'occupe de ça. Vous voyez? Donc, voilà, je crois que vous avez répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Et nous tendons vers la fin de ce meeting. Et j'aimerais que soit M. Zoul ou bien d'autres personnes qui sont déjà sur place répondent à une question. Et quels sont les principaux défis auxquels les étudiants internationaux sont confrontés ici en Europe? En quelques mots, et après on passe aux questions. On aura 15 minutes de questions. Merci beaucoup. Est-ce que M. Zoul est là? Oui, je suis là. D'accord, merci. Les principaux défis auxquels sont confrontés les étudiants internationaux. Et en quelques mots, après on passe... Tout d'abord, j'aimerais saluer tout le monde et je remercie tout le monde d'avoir sacrifié leur temps. En plus, un week-end matin, samedi à 10h au pays. Normalement, tout le monde dort. Moi, souvent, je dors ici jusqu'à 11h. Donc, je remercie ceux qui ont fait l'effort de participer. Ça veut dire que vraiment, ils tiennent à cœur leur projet de voyager l'année prochaine. Et Inch'Allah, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la main des bonnes personnes et on fera de notre mieux pour vous aider. Donc, comme l'a su l'expliquer M. Kankou et M. Cissé qui est le CIO, même s'il ne veut pas admettre, il est le fondateur de Duc en vol, voilà. Donc, nous sommes ici, on travaille aujourd'hui avec lui et il nous a appris. Il pouvait le faire seul, mais il nous a appris, on travaille avec lui, donc on le remercie de nous avoir aidés d'abord à venir ici et de nous avoir permis de travailler avec lui. Donc, on vous a déjà dit, c'est un groupe d'étudiants
qui a 5 ans d'expérience dans ce que nous faisons, donc ne vous inquiétez pas. Et il y a seulement notre ingénieur en informatique, un de nos ingénieurs en informatique qui est au pays. Et on lui dit aussi un grand merci, c'est M. Tahirou Cissé, il est là, c'est l'organisateur de ces réunions, c'est lui qui s'occupe du côté technique. Donc, pour répondre à ce que vous êtes en train de dire, oui, il y a des difficultés, des contraintes, mais tout d'abord, j'aimerais dire à tous ceux qui suivent cette réunion de parfois nous excuser au niveau de la communication, parce que nous n'avons pas fait les études dans le marketing digital, ni dans le community management, des trucs comme ça, voilà. On essaie de se débrouiller pour répondre à vos questions et pour répondre à vos différentes préoccupations. Donc, dans la procédure aujourd'hui ou dans la procédure avant, il y aura des choses qu'on va vous dire qui ne vont pas vous plaire. On essaie toujours de nous améliorer au niveau communication et de faire ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Donc, pour revenir à votre question, oui, il y a des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Mais, comme l'a su dit monsieur le CIO, ça en vaut la peine quand même de venir. Moi, aujourd'hui, je suis ici, je remercie Dieu, voilà. Et ceux qui me connaissent, beaucoup d'entre vous, même m'ont écrit en inbox que de venir dire quelques mots, donc je suis là. Ceux qui me connaissent sous le nom de Alpha Kao. Maintenant, je vais changer ce nom-là, c'est démodé. Maintenant, c'est monsieur le DG à partir d'aujourd'hui. Et ce n'est pas le DG de Dick en vol. Je vous dis ça en même temps. À le Dick en vol, je suis le coordinateur, voilà, je coordonne beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, nous sommes ici et je vous dis, voilà, ça fait 5 ans déjà que nous sommes ici. Nous sommes passés par beaucoup de choses. Quand nous étions venus, il n'y avait pas de guide parce que voilà, moi je suis venu dans la même année que M. Cissé, donc nous sommes venus à peu près ensemble. Voilà, donc il n'y avait pas de guide. Donc nous, vraiment, il y avait des difficultés. Mais aujourd'hui, grâce à nous, j'allais inviter certains étudiants qui sont venus même l'année passée de venir parler, mais bon, voilà, j'ai pas eu le temps de les dire tôt, donc aujourd'hui, certains dormaient, voilà, certains sont allés au boulot. Il y a des difficultés, mais ne vous inquiétez pas. Maintenant, on essaie de nous organiser pour que vous ne voyez pas ces difficultés sur votre chemin. Mais des difficultés, il y en aura. Il y en aura des moments de doute, des soucis, des peines, où vous allez douter de vous-même. Même ça, c'est quand vous serez déjà ici. Mais les difficultés au pays, souvent, c'est au niveau financier. Ça, je ne vais pas vous le cacher. C'est au niveau du financement des études, surtout la procédure belgique. Aujourd'hui, la procédure Campus France, moi, je vais vous dire les choses. Souvent, je suis comme ça. Donc, je suis cru dans ce que je dis. Je vous dis en même temps les choses. La procédure Campus France, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Avant, quand on fait la procédure, on sait que Campus France est assuré. Mais aujourd'hui, Campus France est devenu difficile par rapport déjà aux enjeux politiques, voilà, de l'Afrique, de la France. Donc, à cause de ça, ils ont dû sur les trucs, voilà. Sinon, ce n'est pas que c'est difficile en soi. Ça vient de nouveaux politiques et tout ça. Donc, aujourd'hui, ils ont dû sur les trucs. Et Campus France, c'est devenu compliqué. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de facilité pour la Belgique. Mais la Belgique, monsieur César a précisé, il faut avoir 13 au bac avant de pouvoir postuler à l'université de la Belgique, dans une université de Belgique. Donc, Campus France, ceux qui ont les moyens, je vous conseille de faire la Belgique. Mais la Belgique, ça demande des moyens financiers conséquents. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Ne venez pas dire un jour que monsieur Sissi ne vous a pas prévenu qu'il y avait des garants financiers ou bien un truc comme ça. Normalement, ces genres de messages même, on ne sont pas censés vous expliquer ça ici dans une conférence où on ne sait pas qui est là vraiment pour son projet d'étude ou bien qui est là pour aller raconter de n'importe quoi, parce que voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde n'a pas les mêmes intentions en suivant cette conférence. Donc, si vous avez des moyens, il faut faire la procédure Belgique, mais si vous respectez les conditions. Si vous n'avez pas les moyens, il faut faire la France et nous tous, on va prier beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, la France est devenue, voilà, comme c'est la prière qui gagne là-bas, je ne vais pas vous mentir. Nous, on va vous faire un bon dossier. Monsieur Kankou est là, monsieur Sisserabi aussi qui est au boulot, ils sont là. Eux, ils sont des juristes vraiment compétents qui s'occupent des lettres de motivation et je les félicite aussi pour ça. Donc, à ce niveau, ils sont là pour le projet Campus France. Chaque année, nous avons, voilà,
des vingtaines, des dizaines d'étudiants qui ont leur visa. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Ce n'est pas parce que je dis la prière, mais il faut avoir la motivation aussi. Et tout ce qu'on va vous dire, ceux qui veulent faire la procédure, tout ce qu'on va vous dire, il faut suivre à la lettre, s'il vous plaît. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais répondre à la question qui m'a été posée. Donc, comme je le disais, le financement, c'est ça le problème, le problème au pays. Sinon, il n'y a pas grand-chose au pays. Souvent, celui qui a fréquenté et qu'on va lui demander des documents, il va pouvoir les fournir, des documents, voilà. Et à ce côté où nous aussi, on a une équipe technique au pays qui s'occupe des documents, des certifications, niveau, truc là. Ceux qui vont faire la procédure vont voir. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ok. Est-ce monsieur Cissé a quelque chose à préciser au niveau, je crois que c'est au niveau des moyennes Oui. Pour la Belgique, parce que vous avez parlé de 13 de moyenne, vous avez oublié de préciser que c'est pas pour les universités. Oui, c'est pourquoi j'ai dit les universités. Non, moi, ce n'est même pas ça. En fait, tu peux avoir 10 au bac, quand tu as la licence et les moyens sont bons, ça passe. On a oublié de préciser ça. Voilà. Oui, excusez, désolé. Oui, non, c'est moi qui avais même oublié. C'est juste une précision. Merci. En fait, tu peux avoir 10 au bac et tu as fait la licence avec de bonnes moyennes, ça va. À partir de 12. Il n'y a pas, au niveau de la licence, pour postuler un master, il n'y a pas une moyenne figée. C'est chaque formation a ses conditions. Il y a des formations qui c'est 12, il y a des formations où 12 ne passent pas. Voilà. Et comme l'avait dit Alpha, c'est que ici en France, c'est différent, c'est tellement différent parce que tu peux avoir 16 de moyenne. Sinon, 17 ou 18 de moyenne. On va te dire que tu manques de... C'est-à-dire, à chaque fois, tu soumets ton dossier, tu n'es pas sûr d'être accepté. C'est-à-dire, peu importe ta moyenne. C'est ça ici en France. Donc, c'est pourquoi il parlait de prière et tout. Donc, c'est juste pour préciser. Est-ce que vous pouvez continuer, monsieur Alpha? Donc, je vais finir sur 2 mots. Donc, comme l'a su répéter encore monsieur Kankou, en France, voilà. Mais en Belgique, rassurez-vous, la procédure, c'est vraiment coûteux. La procédure, c'est vraiment coûteuse. Donc, si on décide de prendre votre dossier, soyez-en sûrs, vous avez au moins 90% de chances d'être ici avec nous l'année prochaine. Ça, je vous le dis en même temps. Si nous décidons de prendre votre dossier pour la Belgique, c'est que vous respectez vraiment les conditions et que vous avez 90% de chances d'être ici. Ne venez pas dire que j'ai dit 100%. Bien vrai, on fait la procédure belgique, vous pouvez avoir l'admission et après le visa, on va vous dire de faire certaines choses que vous n'allez pas faire. Et là-bas, ça n'engage que vous. Donc, on va vous dire de faire certaines choses. Si vous ne faites pas, bon, voilà, Dieu va décider autrement et voilà, vous allez revenir encore l'année prochaine. Si vous avez encore l'argent, bien sûr. Mais bon, pour finir, sincèrement, moi, ceux qui aimeraient venir étudier ici, je vous le conseille. D'abord, monsieur Cissé a parlé du niveau, truc là, des diplômes qui sont reconnus, tout ça, voilà. Bien vrai que nous qui venons ici, si on n'a pas des parents qui sont en politique au pays, même si on finit nos études, on ne va pas retourner là-bas. Parce qu'en étant ici, déjà, tu peux bien gagner un peu ta vie, des trucs comme ça, voilà. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui veulent être riches, d'autres immensément riches. Donc, ceux qui veulent être un peu riches en Afrique, voilà, eux peuvent travailler. Ceux qui veulent être immensement riches, il faut avoir des projets. Et voilà, il faut s'éduquer énormément. Pas ce que vous venez étudier ici. Après ça, il faut s'éduquer dans beaucoup de choses qui va vous apporter beaucoup d'argent. Parce que beaucoup d'argent, ce n'est pas les boulots de 2000 €, 3000 € qui va vous donner beaucoup d'argent. D'accord. Donc, je remercie M. Kankou et je remercie tout le monde. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. On aimerait avoir un témoignage d'une de nos sœurs qui a bénéficié de la bourse ARES. Donc, on va lui donner la parole. S'il vous plaît, Ouda, est-ce que vous pouvez donner votre témoignage en quelques minutes? Merci. Il faut ouvrir le... Voilà, merci. Bonjour à tous. J'aimerais donner mon témoignage par rapport à la bourse ARES parce que j'ai été l'une des anciennes boursières
Et par rapport à la bourse ARES, c'est une bourse complète. Quand je dis vraiment complète, c'est une bourse qui prend tout en charge. Du coup, vous aurez une année d'études gratuites. Et comme l'a dit M. Cissé, c'est une bourse, mais c'est la chance. C'est pas parce que c'est une bourse, tu te dis que bon, j'ai la chance de l'avoir à 100%. Mais c'est une bourse vraiment très, très intéressante. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y a juste quelques filières comme l'agronomie, l'informatique, le transport logistique et bien d'autres. Et c'est pour le master de spécialisation, le bachelier de spécialisation. Et quoi d'autre? Si j'aimerais ajouter quelque chose, si quelqu'un se retrouve dans ces conditions et qu'il souhaite postuler pour la bourse ARES de 2026, je lui conseille aussi de faire la procédure normale aussi, puisqu'on ne sait jamais, au cas où la bourse ne marcherait pas, peut-être la procédure normale aussi peut marcher. Donc, du coup, c'est tout ce que moi, j'aimerais apporter par rapport à ça. Et comme je dis, tu auras une année d'études gratuite, mais dès l'année suivante, tu te prendras en charge toi-même. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre témoignage très, très riche et merci d'avoir participé. Et maintenant, on va passer aux questions des participants. Et je vais laisser M. Cissé Tahir. Oui. C'est à toi de prendre c'est-à-dire certaines questions, parce que moi, je ne sais pas si j'ai accès à ça, mais bon, vous avez des questions. J'aimerais ajouter à ce que Mme Traoré a dit. Ouais, Mme Traoré, elle a fait la bourse, elle a un beau dossier, c'est ça, en fait, elle a un beau dossier, elle a été plusieurs fois major de sa promotion, et souvent la bourse ARES favorise plus les femmes. S'il y a une femme ici qui a fait transport logistique et qui est dans les mêmes conditions que Mme Traoré, 80%, bon, si Dieu n'a pas accepté, ça ne va pas. 80%, la bourse ARES favorise beaucoup les femmes. Ils aiment plus les candidatures féminines. Ouais. Oui. Et elle respectait les conditions de moyenne. Malgré ça, elle a fait une procédure d'admission normale. Voilà, les deux ont marché et la France aussi a marché, je crois. Finalement, elle est venue par la bourse. C'est ça. Ok, merci. Et Monsieur Tar, Ok. est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a certaines questions qui ont été déjà posées dans le chat. On va commencer par ça et ensuite il y a des gens qui ont des questions. On va les prendre rapidement parce qu'il nous reste pas assez de temps. Donc, je pense quelqu'un dans le chat demande. Lui, il a le DAT. Donc, je pense ceux qui font le bac technique au lycée. Et il demande comment se passent les procédures de leur côté. Parce qu'on n'a pas eu à mentionner cela. Oui, je peux? Oui. Le DAT, c'est le bac plus 1. Moi, j'ai commencé la procédure de Belgique par un DAT. Bien, il avait le DAT. Ça marche, il peut faire la procédure. Cette année aussi, il y a deux étudiants qui ont DAT qui viennent d'obtenir leur visa la semaine passée. Donc, DAT, c'est souvent les gens qui ont de bonnes moyennes. C'est le bac agricole. Et ça équivaut au bac plus 1. Donc, avec DAT, il n'y a pas de souci. Il peut faire aussi la procédure. Ok, je pense que même les premières personnes pour qui vous avez fait les procédures pour la Belgique, il y a quelqu'un qui a fait le lycée agricole qui est... C'est de ça que je dis, il avait le DAT bio. Voilà. C'est la première personne à qui on a fait la procédure pour la Belgique, il avait le DAT. Ok. La deuxième question, j'aimerais savoir si vous proposez une analyse préalable. Ok, oui, mais je pense Monsieur Alpha, le DG, a déjà répondu. En effet, quand vous contactez Educanvol pour déjà demander à ce que vous voulez faire telle procédure, tel pays, la première des choses quand même qu'on prend la peine de faire, c'est de vous demander de fournir vos documents et l'équipe se charge en fait de voir, ok, pour telle moyenne, pour telle information que vous avez fournie, voici le pays ou les universités dans lesquelles en fait vous pouvez être éligible. Parce qu'avec quand même le nombre d'années d'expérience qu'ils ont déjà eu,
avec le nombre de personnes qu'ils ont déjà accompagnées. Il y a ces détails-là en fait qui peuvent déjà vous donner et vous dire, ok, bon, si avec ces dossiers à vous, vous voulez faire le Canada par exemple, vous dire non, c'est pas la peine, vous n'aurez pas pouvoir avoir une admission et tout, mais vos dossiers peuvent être éligibles pour un autre pays ou une autre université. Je pense après ça, la question qui était revenue, quelqu'un demandait pour des gens s'il vous plaît, vous pouvez éteindre vos micros. On a des questions. Oui, éteignez vos micros s'il vous plaît d'abord pour qu'on puisse On a des s'entendre. questions. Oui. Oui, donc s'il vous plaît, pour qu'on puisse s'entendre, vous n'avez pas droit d'allumer vos micros comme ça. Si vous voulez prendre la parole, vous levez la main et on vous donne l'autorisation en fait de parler. On continue d'abord. Donc, la personne demandait pour des gens qui ont fait des études arabes au Bénin ou peut-être dans d'autres pays qui ont des diplômes en arabe en fait. Oui, je crois. Je peux? Oui. Oui. Ils ont fait des études arabes. C'est possible. Il y a des cas. Il y en a qui ont étudié au Koweït, en Arabie Saoudite, qui ont fait l'Institut arabe à Cotonou, qui sont en Belgique et en France, par le biais de Educanvol. Mais il y a quelque chose. Est-ce que la personne comprend le français? Parce qu'il y a le français, il y a l'entretien qui sera là. L'entretien, l'ambassade ne connaît pas l'arabe. Oui. Et le français, au vu du français qu'ils vont analyser, c'est-à-dire ils vont te poser des questions. Si tu arrives à faire. Je crois qu'il y avait même un étudiant ici. Moubarak est là. Moubarak Abdurrahim. Il était là avec nous au départ. Okay. C'est un étudiant de l'arabe. Ok. C'est un étudiant de l'arabe. Il est en Belgique actuellement. Donc c'est possible avec un diplôme arabe de faire la procédure. Mais à condition que tu parles le français, tu peux l'écrire. Parce que l'entretien se fera que en français. Ok. Merci. Donc, il y a une question aussi que j'avais sautée. La personne disait que elle a un bac depuis 2018 et n'a pas pu continuer en fait les études universitaires, mais qui aimerait démarrer en fait une procédure pour un pays. Comment ça se passe? Donc, pour cette question, on va aller de façon globale. Pour quelqu'un qui a un bac qui date quand même 2010, 2011, ainsi de suite, et qui n'a pas eu à faire des études universitaires, comment ça se passe pour cette personne en fait? Pour cette personne, je crois, qui prend contact avec nous directement. Ok. Pour cette personne, parce que on va analyser le dossier, le dire ce qu'il va faire. Pour cette personne, qui prend contact avec nous. Ok. Donc pour prendre contact, je vais laisser dans le chat là le numéro WhatsApp de Educanvol. Et pour des gens qui également ont des questions qui vont venir après la réunion, ils peuvent venir écrire. Donc après ça également, pour des gens qui nous ont rejoints un peu tard, la réunion est enregistrée et on va vous envoyer en fait le lien dans le groupe, pour ceux qui sont dans le groupe également de ce meet là. On va envoyer le lien à la fin pour que vous puissiez en fait visualiser et revenir avec votre question. Maintenant, quelqu'un disait entamer aussi le domaine informatique. C'est monsieur IB Zachary, on n'a pas compris la question. Si il est toujours là, il peut reposer sa question pour qu'on puisse prendre cela en charge. Ok, il y a quelqu'un demande combien peut coûter brièvement la procédure normale pour la Belgique. Oui, ça c'est une belle question. Tout d'abord, est-ce que la personne aura son propre garant? En fonction de ça, il y a un budget. Il n'a pas son propre garant, il y a un budget. Okay. On ne saura le dire maintenant si on ne voit pas le dossier. En fait, chaque chose, c'est en fonction du dossier que tu nous présentes.
Donc, et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous dire, ceux qui nous écrivent pour dire qu'ils veulent faire procédure, comme ne connaît pas le dossier, pour ne pas perdre du temps, c'est quoi? Quand vous contactez, je viens pour telle procédure, vous allez écrire, ne dites pas bonjour et partez. Non, dites en même temps, ici nous sommes très très occupés, dites en même temps, je viens pour telle procédure, voilà mon niveau, mon profil. Et en plus, précisez les moyennes. Pas besoin même d'envoyer des documents. Préciser, en première année, j'ai tant, en deuxième année, j'ai tant, en troisième année, j'ai tant, dans tel domaine d'études. Ça nous permettra en même temps qu'on prend le salut, on veut vous répondre, on vous répond rapidement et avec toutes les réponses possibles. Mais quand vous écrivez bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous écris pour la province de Belgique. Nous, on prend 2 heures de temps, 3 heures de temps avant de vous répondre. Oui, bonjour. Dites-moi vous, moi, tout ça. Vous voyez, on peut faire 48 heures sans avoir une conversation réelle, sans que vous n'ayez aucune idée par rapport à votre procédure. Donc, moi, je dis, quand vous contactez pour la procédure, écrivez, j'ai tel bac, j'ai fait l'université, j'ai tant comme moyenne, j'ai fait tel bac, j'ai pas fait l'université, j'aimerais vous contacter pour la procédure de Belgique, comment ça marche. En même temps, vous détaillez tout. Donc, il disait quoi? Puis, la question, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, déjà, vous avez déjà répondu à la question. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui reviennent pour demander, comment on appelle-t-on, ok, pour la France, en total, ça va me coûter combien? Mais comme vous Oui, en l'avez, France, on peut oui, dire, mais en Belgique, on ne sait pas dire voilà, donc, réellement. En France, je crois, il ne faut pas, bon, il faut pas compter le billet d'avion dedans avec une procédure normale. C'est-à-dire, non, même en France, là, si on peut dire ici, si AVI est là ou bien logement n'est pas là, ce que nous faisons, c'est officiel. Donc, je crois avec un budget de 1,5 million, ou bien les Français sont là, ils peuvent dire ou pas, on peut avoir le visa. N'est-ce pas? Oui, exactement. Je crois que pour quelqu'un qui n'a pas de garant, pour le total, oui, c'est-à-dire un ordre de grandeur, comme tu viens de le dire, 1,5 million comme ça, oui, ça peut le faire. Pour quelqu'un qui n'a pas de garant. ok, donc je pense que ça rejoint également le point pour la Belgique, hein. En fonction de certains critères, Exactement, montant, ouais. voilà, Il faut remplir certains critères voilà. d'abord. Parce que ça on ne peut pas dire telle somme. Parce que ça dépend des dossiers aussi. Ça dépend de ce que tu as déjà, ce que tu veux faire. Parce que même au départ, pour faire la demande d'acceptation, ça aussi, il faut payer une somme. Donc, tout ça, on ne peut pas dire telle somme. Non, il n'y a pas de... Au vu de chaque dossier qu'on peut... Voilà, exactement. Donc, c'est ça l'intérêt. Après, si vous avez des questions, vous pouvez... Le numéro est là, vous pouvez nous contacter. On va parler de votre dossier. Vous nous présentez votre profil. On va te dire, bon, pour ton profil, c'est mieux de faire telle procédure. Et voilà comment ça va se passer et tout. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que M. Ibé Zachary est revenu. Il dit, je voulais demander dans le domaine informatique quels sont les avantages après les cours et comment intégrer les hautes écoles pour avoir une expérience pour la formation, genre une formation concrète. Et là, c'est dans le domaine informatique, quels sont les avantages après les cours? Voilà. Ici, nous sommes là pour vous dire la vérité. Donc, rien n'a à cacher. Moi, je connais les deux pays comme si c'est ma chambre à coucher. La France et la Belgique. En France, on peut s'en sortir rapidement avec un diplôme en informatique. Comparé à la Belgique. Pourquoi en Belgique, on ne peut pas? En Belgique, les choses, d'abord, l'alternance. Voilà. Les étudiants en France ont la possibilité de faire l'alternance facilement. Ce qui n'est pas le cas en Belgique. On ne dira pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais comment le trouver? C'est compliqué d'avoir une alternance en Belgique. Du coup, en France, facilement, quand tu finis ton diplôme, tu fais l'alternance, tu as la facilité de trouver des boîtes en informatique. Ah, Nazif n'est pas là, c'est un cas.
Tu parles de cas de Nazis. Oui. Donc, c'est un étudiant en informatique en France. Voilà. Il y a aussi à Livonie. Il y a beaucoup d'étudiants en informatique en France. On voit réellement que, on voit, après la formation, l'alternance est là, ils débouchent sur le métier directement et avoir un bon salaire. Malgré qu'on dit qu'en France, on ne fait pas bien. Ils ont des bons salaires. Mais en Belgique, tu as fait l'informatique. Monsieur Askanda, Oui, votre micro. je parle le micro. J'ai la question, s'il vous plaît. Oui, mais ils sont en train de parler. On ne peut pas parler tout ça au même moment. Ah. Donc, en Belgique, avoir l'alternance, c'est compliqué. Si tu l'as, c'est bon. Avoir l'alternance, c'est compliqué. Si tu l'as, c'est bon. Mais avoir un métier directement en informatique, c'est pour avoir le conseil aux étudiants comme ça, ça dit de faire une procédure pour aller en France après les études en Belgique pour continuer. Là, ils ont des facilités au niveau de l'emploi. En Belgique, je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais l'environnement est tellement corsé au niveau de l'emploi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'emploi en Belgique, non. Il y a une procédure, il y a d'emploi, tous les étudiants font des jobs. Voilà. Mais quand tu vas finir les études, il faut avoir un permis d'études. Un permis de travail, pardon. Il faut avoir un permis de travail. Et tout ça, c'est une autorisation de travail qui te donne un permis de travail. Ce qui rend les responsabilités au niveau des employeurs, ça devient compliqué au niveau des employeurs. Parce que les conditions d'octroi du permis de travail pour un étudiant étranger sont complexes. Et les entreprises n'aiment pas s'engager dedans. Ouais. Mais en France, il n'y a pas trop de conditions. Facilement, les entreprises ils s'engagent dedans. Donc, c'est la question de l'emploi en Belgique, surtout dans les domaines techniques, informatiques. Mais par exemple, quand tu prends le génie civil, facilement, tu trouves des bureaux. Il y en a qui cherchent. Il n'y a pas trop de contraintes. Informatique, c'est quoi? C'est réservé, c'est pour du quoi? Il y a de la suite dedans, c'est réservé aux autochtones. Ouais. Ce qui n'est pas le cas en France, parce que la Belgique est petite. Ces domaines-là, il y a des domaines qui sont vraiment, vraiment pointus ou réservés aux autochtones. Ou soit, il faut parler le néerlandais. Si tu arrives à parler le néerlandais, voilà, tu as de place. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on est en train d'excéder, mais il y a des questions sur lesquelles des gens sont en train de donner une idée de leur profil et tout. Pour ça, on ne va pas prendre le cas de chacun dans le mythe ici. Si on doit le faire, il y a plus de 50 personnes qui sont là. Ça va nous prendre du temps. Donc, je renvoie encore le numéro WhatsApp de Educanvol. Vous pouvez écrire un message complet, en fait, comme on l'a dit. Vous présentez votre profil, vos moyennes, et vous dites en fait le pays sur lequel vous voulez faire la procédure. Et rapidement, en fait, l'équipe en charge de cela, en fait, va vous répondre pour vous dire, en fait, ce qu'il en est pour votre dossier. Maintenant, il y a Monsieur Sidi Ali qui disait qu'il voulait parler. Il a des questions. Il peut prendre la parole pour poser sa question rapidement. Oui, bonjour. Ma première question se trouve au niveau de Campus France. Par exemple, combien d'années de visa il donne? 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Je veux savoir. Et dans quelles conditions on dit que ce n'est pas possible que tu renouvelles ton visa? Dans quelles conditions c'est compliqué de renouveler le séjour? Je vais C'est la première question. C'est la première question. Ok. La deuxième question est de savoir, quelqu'un a étudié et puis il se retrouve dans un autre pays. Par exemple, il est en Autriche et il aimerait quand même partir vers la France ou vers la Belgique pour étudier. Parce qu'en Autriche, on parle allemand et puis il se retrouve dans les conditions où il dit qu'il peut repartir en France, mais dans l'optique
d'étudier. Est-ce qu'il y a une procédure pour cette personne? D'accord, merci pour la question. Et par rapport à la procédure Campus France, pour la première année, vous aurez un visa d'une année, c'est-à-dire d'un an, d'accord, renouvelable. Donc, on vous donne le visa quand vous êtes sur place ici en France et vous allez valider ce visa-là. Et c'est cette validation qui vaut le titre de séjour pour la première année. Maintenant, si l'année passe, il faut que vous renouvelez. Maintenant, au niveau du renouvellement, vous pouvez avoir 2 ans, 3 ans, ça dépend de votre profil et ça dépend aussi de votre dossier. D'accord? Maintenant, les difficultés au niveau du renouvellement se trouvent surtout, précisément au niveau de la constitution du dossier. Par exemple, si vous ne justifiez pas d'une certaine capacité financière, par exemple, si vous soumettez un dossier et vous n'avez pas une capacité financière requise, et vous pouvez être recalé, donc on ne vous renouvelle pas votre dossier. Si aussi vous redoublez plusieurs fois, d'accord, on peut vous refuser le renouvellement. Et aussi, si vous vous réorientez plusieurs fois, on peut vous refuser le renouvellement. Là, on vous donne ce qu'on appelle nos QTF, obligation de quitter le territoire français. Donc, c'est tout. Mais si vous avez un bon dossier, on vous renouvelle à chaque fois. D'accord? Et ça dépend de votre dossier. Par exemple, ceux qui sont en première année, et s'ils veulent le renouveler, ils peuvent demander 2 ans, c'est-à-dire le temps de finir leur cycle de licence. Celui qui finit une licence peut demander aussi 2 ans pour le cycle de master. Donc, c'est ça. Pour la deuxième question, je ne sais pas qui va répondre à cette question-là. Oui, ça c'est très bien la réponse pour la France. Au niveau de la Belgique, ce n'est pas le cas. Monsieur Cissé, oui. J'aimerais vous demander, parce que la réunion déjà, ça active la fin, donc j'aimerais vous demander d'être bref dans les réponses et les réponses à la question. Au niveau de la Belgique, le renouvellement, c'est chaque année. Il n'y a pas un séjour de 2 ans, 3 ans comme la France, et conditionné par un garant. La deuxième question de monsieur Sidi Ali, il réside en Autriche. Par quel moyen il est en Autriche? Il a un séjour légal en Autriche? Je n'avais pas bien entendu. Oui, la personne n'a pas un séjour légal en Autriche. Il n'a pas un séjour légal en Autriche? Non, on ne sait pas faire une procédure pour lui. Même si on fait une procédure pour lui, il viendra dans le pays étudier sans titre de séjour. Comment ça se passe? Quand tu es dans ce pays, je suis en France, je suis en Belgique, je veux venir en Belgique. Je suis en Belgique, je veux aller en France étudier. Je fais une demande d'admission qui est acceptée et je fais une demande de visa, malgré que je suis en Europe. Je peux aller en France comme je veux, mais pour aller étudier, il faut encore faire une demande de visa. Et la demande de visa, c'est conditionné à un titre de séjour dans le pays dans lequel tu es d'abord. Donc, même si on fait une procédure pour la personne pour être véridique, il sera accepté à l'université. Mais comment avoir le séjour? Il ne peut pas présenter un visa pour avoir le séjour dans le pays dans lequel il va. Il regarde la même chose, il a la direction, il est là, il étudie, mais sans un séjour légal. Vous voyez? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, vous avez répondu à la question. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis là, hein, j'espère qu'on me reçoit. Oui, on vous reçoit. Bonjour à vous, bonjour. Bonjour. Alors, moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous aidez uniquement ceux qui sont béninois ou bien hors du Bénin aussi, vous pouvez les aider? Hors du Bénin également. Ok, à titre d'information, je suis béninois, mais je suis pas au Bénin, je suis au Niger. Ok. C'est ma tante qui m'a envoyé ce lien et m'a dit de voir avec vous pour que vous m'aidiez. Ok. Je pense que oui. Vous avez déjà vu en fait le numéro WhatsApp qu'on a mis dans le chat? Oui, elle m'a envoyé votre numéro bien avant cela. J'ai déjà ça.
Donc en fait, comme on l'a dit pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde. Et rentrez en contact sur le numéro, présentez en fait votre profil que vous avez actuellement, vos moyennes, les détails qu'il faut en fait, sans forcément envoyer aucun document. Et dites en fait pour quel pays vous êtes intéressé pour la procédure. Et l'équipe en charge va vous répondre dans un bref délai pour la suite en fait. Ok, d'accord, je vois. Alors, j'ai une seule question à vous demander. Là où il paraît que j'ai lu sur votre site, vous dites que vos frais de prestation peuvent être réglés de manière évolutive. Je voudrais comprendre cela. Je laisse Vous avez dit monsieur. quoi? Oui, pour les frais de prestation, les honoraires en fait de Educanvol. Voilà. Donc, on l'a mentionné que ça peut être réglé de manière Réglés de manière évolutive. évolutive, en fait. Oui, c'est que au fur et à mesure que la procédure évolue, on peut vous dire, OK, à telle étape de la procédure, voici ce que vous devez payer. À telle étape de la procédure, voici ce que vous payez, ainsi de suite. C'est juste ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions qui sont dans le chat. On a déjà totalement excédé le temps imparti pour la réunion. C'est un sujet qui est intéressant, qui a beaucoup de personnes ont des questions et tout. On ne pourra pas forcément faire le tour de toutes les questions ici. Donc, on a laissé le lien du site. Monsieur Taille, Oui. j'aimerais préciser quelque chose. Par rapport à ceux qui vont nous écrire, votre procédure commence en septembre. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous répondre, on va vous répartir dans les groupes en fonction de votre procédure. Et la procédure, s'il vous plaît, vous ne venez pas en septembre et vous avez votre visa en octobre. La procédure qui va commencer en septembre, c'est pour la rentrée de septembre 2026. Donc, peut-être que la procédure consulaire en elle-même après les admissions, parce que c'est en deux étapes, il y a l'étape de l'admission et l'étape visa. La procédure consulaire peut commencer à partir de février. Donc, les premiers qui auront leur visa, c'est peut-être à partir du mois de février, mars, avril, comme ça. Donc, ne venez pas nous demander, s'il vous plaît, j'aurai mon visa en décembre ou bien je veux commencer la rentrée de cette année. Cette année, la procédure est déjà finie. Nous sommes actuellement en train de finaliser les trucs et nous organiser pour accueillir des nouveaux qui vont venir. Donc, vous qui êtes là actuellement, votre procédure va commencer en septembre et c'est pour la rentrée de septembre 2026. Merci. OK, merci à vous, merci à tout le monde, merci à nos Mais, invités et à oui, notre merci à modérateur. toutes et à tous d'avoir été présents et attentifs tout au long de cette session. Et étudier à l'étranger est bien plus qu'un simple projet académique, c'est une aventure humaine, comme l'avaient souligné les amis. C'est une aventure humaine, c'est une aventure culturelle, c'est aussi une aventure personnelle qui vous transforme en profondeur, quoi. Donc, chez Educanvol, notre mission est de faire en sorte que chaque étudiant se sente accompagné, écouté et préparé depuis la toute première question jusqu'à l'intégration dans le pays d'accueil. Et nous vous remercions vraiment d'avoir été présents pour cette réunion. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et chaque parcours est unique, mais tout commence par le premier pas. Vous pouvez vous engager sur le chemin et sans crainte, et nous sommes là pour vous accompagner. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui vont vouloir écouter, pour en fait revenir sur pas mal de points on a également déroulé dans ce mythe-là, la séance est enregistrée. Dès que c'est disponible sur notre chaîne YouTube, on va vous partager le lien dans le groupe. Et merci à tous et à très bientôt.